Bonjour à tous et donc bienvenue à cette session de fin de Devox vendredi après-midi. Pendant les 45 prochaines minutes ensemble, on va parler de forcément on va parler de Kubernetes et on va parler des 12 factors Kubernetes. Alors, cherchez pas, c'est pas dans la littérature, c'est purement de mon imagination entre guillemets. Ça provient, c'est des design patterns, c'est des bonnes pratiques qui proviennent vraiment de retours d'expérience, de l'usage de Kubernetes au quotidien, de ce qu'on observe chez nos clients, de ce qu'on fait en R&D chez Octo Technologies. Et donc, suite à ça, on a couché sur papier les 10 choses qu'il faut avoir en tête quand on fait du Kubernetes. Et donc, on va les dérouler ensemble pendant les 45 prochaines minutes, sachant qu'on va vraiment juste gratouiller la surface. Je vous invite vraiment à aller en profondeur par la suite. L'objectif de cette session, ça va être un peu de mettre du vocabulaire sur tous ces principes. Ça va être vous donner des clés de langage, ça va être vous donner des éléments de langage pour demain, quand des gens vous parleront de Kubernetes, vous puissiez avoir des clés de langage. Et puis quand demain, vous commencerez à faire du Kubernetes, vous vous rappellerez peut-être de un ou deux principes en disant « Ah oui, ça, ce serait bien qu'on le mette en place, ça pourrait nous sauver la vie en production ». Donc, qui suis-je? Alors moi, je suis Étienne Couteau, je suis consultant DevOps chez Octo Technologies. Mon dada en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour des orchestrateurs de conteneurs, et notamment Kubernetes, un peu de Go, tout ce qui est cloud en règle générale, tout ce qui est automatisation d'infrastructures avec Ansible. Vous pouvez constater que je porte toujours le même t-shirt en conférence. Et vous avez le lien vers mon GitHub et mon Twitter, sachant que toutes les sources de cette démo seront disponibles sur mon GitHub. Donc c'est parti, on va commencer à dérouler ensemble. Premier fact, c'est un peu un abus de langage. On a souvent tendance à dire un pod égale un conteneur. Je vous rappelle ce que c'est un pod. Un pod, c'est un wrapper, au sens Kubernetes du terme, qui regroupe un ou plusieurs pods. À l'intérieur d'un pod, les conteneurs partagent la même IP, sont colocalisés sur le même nœud et partagent le même file system. Donc souvent, on a tendance à dire, à faire raccourci pod égale conteneur. C'est vrai 98% du cas, 98% des temps. Si vous commencez à penser de dire « Ah oui, mais en fait, ce serait bien que je mette plusieurs conteneurs dans un seul pod », ça peut être un bon pattern. Sachez que si le pattern auquel vous pensez n'est pas parmi ces trois patterns-là, c'est sûrement une très mauvaise idée. Les trois patterns qui sont en train d'émerger sur Kubernetes, le premier, c'est le sidecar, c'est le premier qui est arrivé, il regroupe un peu les deux autres, c'est le fait de dire je vais ajouter un deuxième conteneur qui va étendre le comportement de mon conteneur métier. Donc là, c'est un exemple, c'est mon application web, elle va cracher des logs, mon conteneur sidecar va récupérer ces logs et va les envoyer à un agrégateur de flux. Le deuxième pattern, c'est l'ambassadeur, c'est je vais faire un conteneur technique qui va représenter mon pod à l'extérieur, mon conteneur à l'extérieur. Et même moi, je fais le... C'est pas évident. Et donc là, l'exemple, c'est je vais faire un cache de proxy et mon conteneur va interroger directement ce cache de proxy. Et ce cache de proxy va faire la transition avec l'extérieur. Et le troisième pattern, c'est l'adapteur. Et l'adapteur, c'est, si vous voyez le sens des flèches, en fait, c'est comment l'extérieur du système, l'extérieur du pod, va visualiser l'intérieur de mon conteneur. Et donc, là, l'exemple que j'ai pris, et c'est l'exemple que je vais vous montrer, c'est le fait de dire, j'ai une application qui expose des métriques. Elle expose des métriques dans un certain format. Il se trouve que je fais du Kubernetes, donc il se trouve que le format de métrique que moi j'aime tout particulièrement, c'est Prometheus. Manque de bol, mon application ne sait pas faire du Prometheus, et je vais mettre un conteneur adapteur qui va transcrire ces métriques au format Prometheus. Et donc en fait, si on regarde le code d'un pod qu'on déploie, donc là vous avez vraiment un exemple, c'est un Nginx, c'est un pod très très simple sur mon cluster. C'est, si vous parlez un peu YAML, à la clé containers, c'est une liste de conteneurs. Et si je veux faire un pod multi-conteneur, comme mon HAProxy adapteur, là, en fait, j'ai tout simplement mis deux conteneurs. Et donc ces deux conteneurs vont partager la même IP virtuelle, vont être colocalisés sur le même nœud et vont partager le même file system. Et comment ça se traduit dans mon cluster Kubernetes? Donc pour la suite de la présentation, je ne vais pas taper kubectl à chaque fois. Je vais mettre K, qu'on soit tous d'accord. kubectl, c'est le CLI qui permet d'interroger Kubernetes. Quand vous faites souvent du Kubernetes, à la fin, vous en avez marre de taper kubectl. Donc, pour la suite, c'est K.
Donc si vous interrogez les pods, en fait, vous voyez que j'ai mes deux pods qui tournent, j'ai mon Nginx, on voit ready 1 sur 1, et mon HAProxy adapter, ready 2 sur 2. Donc là, j'ai bien mes deux pods qui tournent. Donc voilà, vous pouvez faire du multi-conteneur, c'est possible. Si vous voyez que ça ne matche pas trop ce design pattern-là, c'est peut-être qu'il y a un autre moyen de faire. Et ça, notamment, vous le voyez avec toutes les stacks qui sont en train d'arriver, tout ce qui est service mesh, tout ce qui est Istio, les choses comme ça, ils vous rajoutent plein de conteneurs en sidecar pour rendre le service. Alors, deuxième fact, c'est label everywhere. La labellisation, c'est quelque chose de très puissant sur Kubernetes. C'est le fait de mettre des étiquettes sur nos composants. Donc, il y a tout un tas de composants dans l'univers Kubernetes. On ne va pas tous les citer, mais il est possible, sachez qu'il est possible de labelliser à peu près tout et n'importe quoi. Vous pouvez labelliser vos pods, vous pouvez labelliser vos deployments, vous pouvez labelliser vos namespaces, vos nœuds, absolument tout ce qu'il y a sur Kubernetes. Et l'intérêt de cette labellisation, elle est double. Dans un premier temps, c'est un usage technique. C'est-à-dire qu'en fait, Kubernetes lui-même va utiliser les labels pour réaliser certaines tâches. Sans ces labels, il ne pourrait pas fonctionner. Je vous ai mis deux exemples, il y en a encore plein. Le premier exemple, c'est le replica set. Donc le replica set, on va le détailler un peu après, mais c'est un composant qui va s'occuper de vérifier que le nombre de réplicas de vos pods correspond au nombre que vous lui avez indiqué. Donc vous lui dites, je veux 3 Nginx, s'il en détecte que 2, il va vous en mettre un troisième. Et donc, comment il sait sur quel pod il va devoir monitorer pour les compter? Eh ben, il va utiliser ces labels. Autre exemple, c'est les network policy. Network policy, c'est une ressource Kubernetes pour faire un peu des règles de firewalling, un peu comme les security groups sur AWS. Eh ben, ouvrir une règle de firewall sur le réseau Kubernetes, c'est de dire j'autorise le pod avec ce label-là à communiquer avec le pod qui a ce label-là. Il y en a encore plein d'autres exemples. Je peux aussi dire, par exemple, ce pod-là, je l'autorise à se déployer sur ce nœud-là dans le cluster qui porte ce label. Donc, un usage technique pour la labellisation, donc n'hésitez pas à en abuser. Et le deuxième usage qu'on peut en faire, c'est un usage organisationnel. N'hésitez pas à labelliser toutes vos ressources dans vos clusters Kubernetes. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à mettre du Kubernetes, vous allez commencer avec 5, 10, 15 pods, et un jour vous allez vous réveiller, vous aurez 1200 pods sur votre cluster. Et quand vous ferez un kubectl get pod dans un namespace donné et que vous verrez 150 pods apparaître, ce ne sera pas évident à gérer. D'autant plus que comment savoir lequel pod fait de la prod, lequel est de la dev. Bref, le combo namespace plus label, n'hésitez pas, ça peut vous sauver la vie et ça peut vous éviter de faire des grosses erreurs. Et donc, si on regarde un exemple de code, de comment c'est utilisé, vous voyez, en fait, dans le code YAML, là, c'est un exemple de replica set. En fait, tout simplement, on va lui dire, bah, toi, tu vas te brancher sur le sélecteur, tous les pods qui portent le label app égale Nginx. Et donc, bah, lui, il va écouter là-dessus. Et si j'interroge un peu mon cluster, par exemple, je vous parlais des labels sur les nœuds. Bah là, en fait, je suis sur GKE. GKE, donc Google Cloud, nativement, il va me rajouter plein d'informations techniques sur mes nœuds. Et moi, je serai capable de les utiliser par la suite. Et donc, c'est un peu le même principe sur mes pods et sur mes autres ressources Kubernetes. Troisième fact, c'est infrastructure as code et versionnement. En fait, vous avez vu, là, ça fait 2-3 fois que je commence à vous montrer du YAML. Et bien en fait, pourquoi? Parce que quand on commence à faire du Kubernetes un peu poussé, le moyen qu'on a privilégié d'interagir avec l'API, c'est d'écrire des fichiers YAML de configuration et de les pousser à Kubernetes. Et en fait, là, ce que vous faites, c'est vous produisez du code. C'est du code d'infrastructure, certes, mais ça reste du code YAML. Et donc, comme c'est du code, il est soumis aux mêmes règles que le code applicatif. Et donc, les règles, c'est quoi? C'est faire du test, mettre des linters, par exemple. On voit apparaître tout un outillage autour de Kubernetes. Donc, il y a notamment des linters qui apparaissent pour vérifier le code. On a des frameworks de test pour vérifier est-ce que mon cluster Kubernetes il est bien à l'image des YAML que j'ai dans mon dépôt Git. Ça peut être un premier moyen de tester son infrastructure. Et donc, au final, on se retrouve avec deux pipelines dans notre CI. On a le pipeline
qu'on commence maintenant à bien connaître en 2018, c'est le pipeline du code applicatif avec nos images Docker, où on va builder notre Dockerfile, on va pousser dans une registry. Et de l'autre, et en fait, on considère qu'on a notre code source, on a notre code d'infrastructure, YAML, qui est soit dans le même dépôt de code, soit dans un dépôt de code à côté. On va pousser ça sur notre dépôt de code. On peut envisager qu'un agent de CI, Jenkins, GitLab, ce que vous voulez, va récupérer nos YAML et va les appliquer sur notre Kubernetes. Et c'est comme ça qu'on fait de l'infrastructure as code et qu'on est capable de, quand on livre une application, on livre toute l'infrastructure associée. Et de la même manière, vos projets d'infrastructure, vos YAML, vous allez les versionner, vous allez faire des merge requests, des revues de code, etc. etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait de l'infrastructure, ce n'est pas parce qu'on fait du Kubernetes qu'on ne fait pas du code. Quatrième élément, c'est un service pour exposer mes applications. En fait, un service, c'est un objet au sens Kubernetes, vous allez voir, on va faire des kubectl get service. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'un pod sur un cluster Kubernetes, c'est éphémère. En fait, un pod, il a pour vocation, il n'a pas vocation à avoir un uptime très élevé. Il peut être redémarré pour n'importe quelle raison. Ça peut être un nœud tombe, c'est pas très grave, le cluster est fait pour, et du coup il va éteindre mon conteneur, il va le redémarrer sur un autre. C'est je fais une montée de version. C'est je fais par exemple, je scale horizontalement mes pods. Dans ce cas-là, je passe à 10, puis je repasse à 5, avec l'horizontal pod autoscaler par exemple. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que mes pods, ils ont une IP, ils ont un nom, sauf que cette IP et ce nom, c'est absolument pas prédictible du tout. On n'est pas capable de le prédire. Et donc, comment on fait pour faire communiquer nos pods sur le réseau Kubernetes? Et là, pour ça, la réponse, c'est le service. Et en fait, un service, c'est quoi? Au sens, si vous commencez à fouiller sur vos machines à la recherche du service, sachez que c'est dans iptable qu'il faut chercher. C'est des règles iptables. Si votre cluster est en mode iptable. Et en fait, c'est des règles qui disent un service, ça a une entrée DNS dans le cluster Kubernetes, ça a une IP, et le cluster va vous assurer que chaque fois que vous allez taper ce DNS de service, chaque fois que vous allez taper cette IP, peu importe où est votre pod derrière, vous y aurez accès. Et donc, il y a plusieurs typologies de services. Il y a celle que vous allez utiliser 95% de votre temps, c'est la cluster IP. C'est très simple, c'est pour avoir une entrée DNS pour exposer votre application basique sur le cluster pour que ce soit visible au reste du cluster. Deuxième, c'est de type external. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire une entrée DNS dans votre cluster Kubernetes vers une ressource qui pointe à l'extérieur, notamment une base Oracle, par exemple, au hasard. Autre type, c'est headless. Headless, je ne vais pas trop en parler, c'est vraiment un cas très à la marge. Si vous êtes amené à faire du headless, c'est que vous êtes déjà bien avancé en Kubernetes, donc là, on passe. Notre port, c'est le fait de dire je vais allouer un port random sur chacune des machines de mon cluster. Et comme ça, en attaquant chacune des machines de mon cluster sur ce port random, j'aurai accès au service qu'il y a dessous. Et enfin, le dernier, c'est type load balancer. La contrainte pour utiliser des services de type load balancer, c'est que votre cluster Kubernetes soit hébergé sur un cloud et qu'il soit capable de communiquer avec votre cloud. En fait, qu'est-ce que va faire Kubernetes dans votre dos? C'est qu'il va aller interroger le cloud, il va faire « s'il te plaît, j'ai besoin de faire un type load balancer, donne-moi une IP, et au travers de cette IP, j'exposerai le service. » Donc, qu'est-ce que ça donne en vrai? Si on retourne sur notre cluster, donc, sur mon cluster, j'ai provisionné différents services. Je vais vous les montrer. Donc là, par exemple, j'ai un pod Nginx qui est en bas, et il est exposé au travers d'un service cluster. Vous voyez, c'est 4 lignes de YAML, et j'expose le port 80. Et donc ça, c'est un service de type cluster IP, donc qui sera exposé sur mon cluster Kubernetes. De la même manière, en fait, c'est exactement le même code à chaque fois, je change juste le type, et Kubernetes va interpréter ça. Donc, si on prend notre terminal et qu'on va un peu lister la liste de nos services, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a bien nos 3 types de services. On a le cluster IP avec son IP, la 10.43.251.218. Donc, sur le cluster, je suis capable de communiquer avec mon Nginx au travers de cette IP-là. Ensuite, on a
de type load balancer. Et là, en fait, on voit qu'il y a une external IP 35.195.221.19. Et donc ça, c'est une adresse IP statique qui a été provisionnée sur mon Google Cloud par Kubernetes. Et enfin, notre port, on voit, il traîne sur le port 31868. Bah, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, si j'attaque directement mon IP public, ah bah là, en fait, il n'y a pas de souci, je vois que le service il est rendu, je vois que j'ai accès à mon Nginx, sachant que les pods qui sont balancés en dessous, c'est ceux-là, c'est les 3 pods Nginx, cluster IP, Nginx LB et notre port. Ok, donc, load balancer, ça fonctionne. Ensuite, on a dit, bah, on a du type node port. Si je reprends, on a du type node port. Donc, type node port, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, je vais lister mes nœuds. Voilà, on va lister nos nœuds. On voit qu'on a 4 nœuds dans le cluster, et on va prendre, en fait, c'est sur chacun des nœuds, donc on va prendre un nœud au pif, on va prendre celui-là. On va aller taper sur le port qui est exposé. Hop, pardon, j'ai oublié un bout. Voilà, et là j'ai mon service Nginx qui est rendu. Je pourrais choisir une autre IP, ça fonctionnerait tout pareil. Le dernier, c'est celui qui nous intéresse le plus, parce que c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent. En fait, c'est exposé à l'intérieur du cluster. Donc il faut que je rentre dans mon cluster. Alors, très bien, on va rentrer dans le cluster. Donc on va rentrer dans le cluster au travers de cette busybox qui est là. Voilà. Donc là, je suis dans mon cluster Kubernetes. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander directement au DNS Kubernetes de me rendre le service. Et en fait, là où c'est magique, et là où c'est très intéressant parce que ça rend la chose simple, c'est que l'entrée DNS qui est mise, c'est le nom du service associé. Et donc en fait, là, si je curl nginx-cluster IP, j'aurai accès à mon Nginx. Et donc en fait, je ne sais absolument pas où est mon Nginx, je ne sais absolument pas combien on a. Par contre, je suis capable d'y avoir accès à travers de mon entrée DNS et à travers 4 lignes de YAML. Donc voilà pour les services. On n'attaque jamais directement les pods par les IP parce que ce n'est pas prédictible et que ça peut changer à tout moment, on passe par un service. Cinquième élément, c'est config map et secret pour configurer. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est dans un cluster Kubernetes, et quand on fait du conteneur en règle générale, on essaye d'appliquer la règle qui est mon conteneur, je le build qu'une seule fois et je le déploie partout. C'est-à-dire que mon conteneur est agnostique de l'environnement dans lequel il tourne. Parce que mon conteneur, il veut très bien tourner en prod, en recette ou en dev, j'en sais rien. Par contre, c'est la configuration qui va faire qu'il le saura. Et donc pour ça, Kubernetes fournit des ressources à part entière qu'on appelle les config maps et les secrets, qui permettent de décrire de la configuration, de la mettre à disposition dans le cluster, et les pods viennent se brancher sur cette configuration. On est un peu dans un mode de configuration as a service, c'est-à-dire que si la configuration n'est pas présente, le pod n'arrivera pas à démarrer. Et on peut très bien imaginer un modèle où les développeurs fournissent dans leur code d'infrastructure YAML leur config map et leur secret, parce que qui de mieux placé que les développeurs pour savoir de quoi a besoin l'application pour tourner. Mais par contre, derrière, l'administrateur du cluster, les sysadmins, les choses comme ça, ils pourront très bien fournir aussi des configurations, typiquement des URL vers des bases de données ou des choses comme ça. Le développeur, lui, il s'en fiche de où est la base de données, il s'en fiche du mot de passe, il s'en fiche de l'utilisateur. Par contre, il sait qu'en allant taper sur cette config-là, il aura l'information. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe, hop, en fait, on fait du YAML, toujours, et donc on va décrire les config maps. Donc là, vous voyez, pour vous, je vous en ai décrit 3. Donc les configs numéro 1 avec des Nginx properties, la config numéro 2 avec Nginx.en20 en data, et je vous ai provisionné un secret. C'est de type opaque. Donc là, les données, elles sont en base 64. Si vous voulez faire de la sécu plus poussée, je vous invite à regarder du côté de Vault. Là, à l'heure actuelle, c'est comme ça que c'est fait sur les secrets. Donc, si je regarde mon cluster, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller dans le namespace qui correspond. Voilà. On va lister les configs qui sont présentes. Donc là, on voit bien, dans mon cluster, il y a déjà de provisionner 2 config maps. CM, c'est le pinon pour config map, la config numéro 1, la config numéro 2. Et il y a un secret qui est de type opaque, la config numéro 3. Ne vous inquiétez pas, le default token, si vous le voyez, c'est Kubernetes qui vous en provisionne un par défaut. Voilà. Pas moi qui l'ai inventé celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on dit en fait à notre pod? On va aller lui dire, s'il te plaît, quand tu vas démarrer, tu vas aller piocher dans ces configurations-là.
Et donc notamment, la config numéro 1, le config map, on va le monter sous forme de volume, on va le monter dans un slash config de notre pod, on va le monter dans le slash config. Le reste, on va le monter dans des variables d'environnement. On va le monter sous forme de variables d'environnement. Et bien donc, si on va aller vérifier tout ça. Donc là, même principe, je suis dans mon pod. On a dit quoi? On a dit qu'on allait monter dans slash config. Donc techniquement, si je vais voir dans slash config, ah, ça tombe bien, j'ai un Nginx properties, ça ressemble fortement à la config map que je lui avais demandé. Et si je parse cette config map, eh ben ça tombe bien, je retrouve ma configuration qui a été injectée. De la même manière, on lui a dit en plus de ça, s'il te plaît, injecte des variables d'environnement. Si on lit ces variables d'environnement, on voit quoi? On voit que tout en haut, on a la envar nginx maillan20 value. Voilà, une valeur un peu random. Et on a aussi notre secret, qui est la envar secret password, my secure password. En fait, Kubernetes, quand il les a injectés, il a décodé le base 64. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que ces configurations, c'est du coup 2 cycles de vie différents. La configuration n'a plus le même cycle de vie que votre application, 2 cycles de vie bien différents. Et que si vous faites changer votre configuration et vous la réinjectez au cluster, Kubernetes sera capable de vous la remonter à chaud dans votre pod. Vous n'aurez pas besoin de redémarrer le pod. Pour bénéficier de ce mécanisme, par contre, il faut que votre application soit capable de prendre à chaud sa configuration. Sixième point, les limites requests. Les limites et les requests pour maîtriser l'usage des ressources. Donc, imaginez-vous dans quelques années, vous avez 1200 pods qui tournent sur votre cluster Kubernetes. Vous allez forcément avoir à un moment le problème d'une application qui a été codée n'importe comment prend toutes les ressources du cluster. Parce que ça, c'est la contrepartie de faire du mutualisé. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un code qui part en vrille et qui va vous consommer toutes les ressources sur votre cluster. Pour ça, il y a un mécanisme que je vous invite à penser dès le début quand vous faites vos configurations Kubernetes. C'est le mécanisme des requests et des limites. En fait, quand vous allez configurer ces mécanismes-là, le premier, c'est la request, c'est de dire, bah, moi, en fait, je sais, en tant que développeur, je sais que mon pod, pour démarrer, il a besoin au minimum de 250 MB de RAM et il a besoin de 1 CPU. Et donc ça, vous le dites à Kubernetes. Pourquoi? L'intérêt, c'est derrière, vous allez aider le scheduler. Donc le scheduler, c'est le composant qui est en charge de déployer votre pod sur le cluster. Vous allez aider le scheduler à poser votre application au meilleur endroit, à optimiser au mieux ses ressources sur le cluster. Donc ça déjà, ça va vous permettre de mieux optimiser votre cluster. Et le deuxième élément, c'est la limite. Et donc la limite, c'est de dire, je passe un contrat avec Kubernetes, en fait, je te garantis, Kubernetes, que mon pod, s'il passe 1 Go de RAM et s'il passe plus de 2 CPU, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal et je t'autorise à le dégommer. Et ça a aussi la vertu de faire l'exercice en tant que dev, de se dire, ah, mais en fait, mon pod, de quoi il a besoin exactement pour tourner? Ça a aussi la vertu de faire cet exercice-là. Hop. Et donc, si on regarde un peu l'implémentation, comment ça se passe, donc là, j'ai provisionné un pod sur le cluster qui s'appelle Polinux Stress, et lui, en fait, en limite, il va jouer sur la RAM, en limite, il ne va pas dépasser 200 MB, il va demander 100 MB, et quand il démarre, c'est un pod fait spécial, il prend 150 MB. Alors, on va l'observer ce qui se passe sur le cluster. Quand on commence à jouer un peu avec ça, le mieux quand même, c'est d'avoir du monitoring qui est associé. Donc rassurez-vous, j'en ai fait pour vous. J'ai utilisé, pas très original, la stack Prometheus Grafana. Et donc là, en fait, vous avez mon pod qui vit là, mon petit pod. Et on voit bien en bleu qu'il y a 200 MB. On voit bien en vert qu'il tourne à 150 MB à peu près. Et en jaune, c'est ce qu'il a demandé. Donc il est dans les clous. Mon conteneur est dans les clous. Bon, ça, c'est pas très drôle, on est d'accord. Du coup, j'en ai fait un conteneur. Le conteneur out of bound. Celui-là, il est un peu plus méchant. Il est toujours à 200, sauf que cette fois-ci, lui, quand il va démarrer, il va prendre 250. Observons ce qui se passe quand il prend 250. Alors, on va sortir de là. Donc, si je liste mes pods,
en fait, on voit que mon stress, il tourne correctement, mais mon out of bound, il est en crash loop back-off. Vous voyez, ça fait 5 heures que Kubernetes essaie désespérément de le faire démarrer. Et si je regarde ce qui se passe, alors, describe, c'est quand vous avez des problèmes que vous ne savez pas ce qui se passe sur votre cluster, c'est la commande magique, parce qu'il y a plein d'infos qui remontent. Donc on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Et en fait, en général, Kubernetes le dit ce qui se passe. Et là, ce qu'on voit, c'est que la raison pourquoi il est terminé, certains l'auront reconnu parce qu'il aura fait des douleurs en prod, c'est l'OM killer qui est passé par là. Et donc Kubernetes, il est passé et il a dégommé le pod. Donc voilà pour, n'hésitez pas à positionner des limites et des requests sur vos clusters. Alors sachant que là, c'est un cas simple, ça peut être souvent bien plus compliqué que ça, notamment si on fait du Java, il y a des histoires de threads, des choses comme ça. Pour ça, je vous invite à revoir, si vous ne l'avez pas déjà vu, la presse de mon ami Michael Morello sur le retour d'expérience Kubernetes en prod, où là, il détaillait beaucoup plus. Et lui, il a rencontré justement les problèmes là-dessus. Alors, autre fact, il faut penser au cycle de vie des pods. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis tout à l'heure, en fait, vous me voyez, en fait, j'injecte dans mon cluster des fichiers de configuration YAML et j'injecte notamment des fichiers de type pod. Parce que c'est ce que je veux au final, je veux des pods. Donc on va voir ce qui se passe quand on essaye de faire un peu des choses de la vraie vie avec notre YAML. Donc pour ça, on va retourner sur notre cluster. Donc, sur mon cluster, j'ai injecté ce fichier-là. Autant vous le connaissez, très facile, c'est un pod Nginx qui tourne. Non, parce que moi, je veux faire que ça, en fait. Je veux faire tourner un pod Nginx. Donc effectivement, mon pod Nginx, il est bien en train de tourner. Et en plus, j'ai de la chance, je fais du Kubernetes, donc moi, je vais à toutes les conférences et ils me disent tous que quand je délète un truc, ça remonte magiquement, c'est la fête. Du coup, je dégomme mon pod. Imaginons ça arrive en production, le nœud sur lequel il était hébergé meurt, mon pod est détruit. Qu'est-ce qui se passe? Mon pod n'a pas l'air de revenir. Et là, en fait, pourquoi? Parce que j'ai injecté uniquement un pod. Et en fait, le pod, quand il meurt, il n'est pas reschedulé. Pourquoi? Parce qu'il manque une ressource. Il manque une ressource Kubernetes. J'ai un peu spolié au début, la ressource qui manque, c'est le replica set. Et en fait, le replica set Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui va en fait contenir exactement la même configuration qu'un pod. Vous retrouvez dans le replica set la configuration de notre pod. On retrouve, là je fais tourner un Nginx, je fais tourner la version 1.12. Par contre, on retrouve le sélecteur de tout à l'heure. Et en fait, on voit que là, je lui demande 3 réplicas. J'aurais pu mettre 1, j'aurais pu mettre 10. Donc là, qu'est-ce qui se passe si j'applique ça sur mon cluster? Hop, pardon. Hop. On est au 7. Donc là, j'ai injecté mon replica set. Donc si je fais bien si je vais chercher le replica set, je vois bien, il est là, il est bien présent. Si je vais voir les pods qui ont été créés, cool, je lui ai demandé 3 pods, il m'a sorti 3 pods, c'est normal, c'est pour ça qu'il est payé, c'est ça que je lui ai demandé. Donc je refais ma manip. Je délète tous mes pods. Qu'est-ce qui se passe? Et là, cette fois-ci, ils sont revenus. Parce que le replica set a fait son boulot. C'est ce pourquoi il vit, c'est sa seule raison de vivre. Quand il voit qu'un pod est mort, il fait tout ce qu'il faut pour le redémarrer. Bon, là, c'est cool, on commence un peu à avoir de la résilience dans notre cluster. Maintenant, moi, j'ai envie de faire une montée de version. Et donc, pour ça, on m'a dit qu'on faisait de l'infrastructure as code. Du coup, je vais vous mettre en watch. Désolé, mon shell part en vrille. Hop. Donc là, je lisse mes pods. Donc, on disait, là, en fait, je prends mon replica set, j'ai fait un nouveau commit dans mon dépôt de code, et je passe de l'image 1.12 à l'image 1.13. Et donc, je repousse ça, ma CI va me le prendre et va me l'appliquer sur mon cluster. Bon, très bien, moi, je vais faire pareil. Hop. Donc là, il m'a déployé mon nouveau replica set. Vous voyez, il configure, il l'a mis à jour.
si je vais chercher mon réplica set, on voit bien que là, l'image, la nouvelle version de l'image est bien mise à jour. Sauf que là, mes pods, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup bougé. Il n'a pas l'air de s'être passé grand-chose. Si je regarde un peu du côté de mes pods, en fait, mes pods, si je cherche bien, eh ben, eux, ils sont toujours à la 1.12. Donc là, ma mise à jour n'a pas fonctionné de manière correcte. Donc là, du coup, dans ce mécanisme-là, si je veux faire une mise à jour, je suis obligé de supprimer mon réplica set pour en remonter un nouveau et du coup, faire la mise à jour sur le nouveau. Et donc là, on voit bien qu'en prod, c'est pas top. Zero downtime deployment, tout ça, là, on en est un peu loin. Mais en fait, là, vous vous en doutez, ce qu'on fait, c'est qu'on ne manipule jamais les pods et les réplica sets à la main. On passe par le fichier de deployment. C'est celui-là que vous allez écrire la majorité du temps. Et en fait, ce fichier de deployment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il wrap un réplica set. Il wrap lui-même les pods. Donc là, il a fait exactement la même chose. Hein. Il m'a runné mes pods. Si je les détruis, ils vont remonter. Par contre, là, la différence, c'est que si je fais une mise à jour, bon là en l'occurrence c'est un downgrade, si je change la version de mes pods, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire un rolling update, c'est-à-dire qu'il va démarrer un nouveau pod dans la nouvelle version, il va éteindre l'ancien, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à le nouvel état. Et donc c'est ça, en fait, c'est ce fichier-là, c'est ce composant-là Kubernetes que vous allez manipuler au quotidien, parce que c'est celui qui gère le cycle de vie de vos applications. Donc le deployment wrap le réplica set qui wrap lui-même les pods, et quand vous appliquez le tout, vous avez la stack qui est générée pour vous. 8e fact, liveness probe pour surveiller. Donc, quand vous implémentez des applications, en fait, vous avez envie de savoir dans quel état elles sont. Vous avez envie d'avoir la fameuse URL de health-check. Et pour ça, vous allez aider Kubernetes pour qu'il aille encore plus loin dans sa résilience. Et ça se fait comment? Ça se fait dans l'implémentation de 2 types de sondes. Alors la première sonde, c'est la sonde de liveness. Ça, c'est une bête URL de health-check qui fait quoi? Qui, quand le pod ne répond pas 200 à cette URL, il considère que le pod il est mort, il va l'éteindre et il va le redémarrer en espérant qu'il devienne vert au prochain tour. Et au bout d'un moment, s'il n'y arrive pas, il va dire là, je ne peux plus rien faire pour toi. Donc, ça, c'est la liveness. La deuxième sonde, c'est la readiness. Celle-là, elle est un peu plus fine. En fait, elle dit mon pod, il est démarré, il tourne, mais il n'est pas capable de rendre le service. Typiquement, c'est mon pod qui n'arrive pas à avoir accès à sa base de données. Du coup, il n'arrivera pas à rendre le service. Et quand la readiness est fail, Kubernetes ne va pas redémarrer le pod. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le sortir du pool de load balancing. Donc, ça a de l'intérêt quand vous avez plusieurs réplicas. Si vous êtes à un seul réplica, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais on est sur du Kubernetes, donc on se fait plaisir. On fait des réplicas pour être résilient. Donc voilà, donc liveness et readiness, c'est 2 sondes, c'est 2 options à mettre dans votre deployment.yaml. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, entre guillemets. Ça va vous forcer à implémenter les URL de health-check et les URL de readiness, et ça va vous obliger à vous dire quand est-ce que mon application est ready, quand est-ce qu'elle est vivante. Dans un premier temps, vous pouvez très bien, et ça se fait beaucoup, mettre la même URL dans les 2 cas. Mettre le health-check et le readiness dans les 2 cas. Alors, 9e fact, on arrive bientôt au bout. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est notre ami Kelsey Hightower, qui dit « latest is not a version ». Et en fait, quand on fait du conteneur, on a un peu trop tendance à construire les images latest, à pousser latest et à récupérer quand on déploie une image latest. Sauf que quand on fait ça, en général, on n'est pas à l'abri qu'un nouveau push se soit passé, qu'il n'ait pas passé correctement les tests, et on récupère ça, et le conteneur il plante, et on ne sait pas pourquoi. Ça m'est arrivé sur un cluster, hein, on allait toujours chercher l'image latest. Forcément, au bout d'un moment, il fallait faire du rétro-engineering. Donc la petite histoire que je vous raconte là, à travers ces différentes étapes, c'est un exemple de pipeline de promotion de conteneurs. Donc l'histoire, elle commence sur la feature branche du développeur, il construit son code, il le teste.
Le conteneur qui est construit par la CI, il va porter un tag au hasard, le hash du commit, qui correspond. Le développeur, il fait sa merge request, il passe les tests, le PO est content, le code est validé, il est mergé. Dans ce cas-là, le conteneur, il est tagué dev, il passe les environnements de dev, de recettes, de pré-prod, et à chaque fois, c'est exactement le même conteneur, c'est build once, run everywhere. Et il arrive en prod, où là, en prod, il est tagué. Le tag peut très bien correspondre au tag qui est posé dans Git. On peut très bien imaginer un workflow Git dans lequel poser un tag sur le Git, ça va déclencher le tag du conteneur de pré-prod avec la version du Git. Et là, on peut peut-être poser notre latest si on en a envie. Et donc voilà, l'histoire, c'est l'objectif, c'est qu'en prod, ce soit le conteneur qui a été construit dans la feature branch. Et donc mon conteneur, il va être buildé une fois, il va tourner partout, et avec les mécanismes de configuration, il saura exactement où il tourne. 10e fact, les pods sont stateless sauf s'ils n'ont pas de raison de l'être. En fait, vous pouvez faire du stateful sur Kubernetes, c'est possible, hein, on peut héberger des bases de données, des choses comme ça, sauf que les applications qu'on implémente, si elles sont stateless, c'est mieux. Et pourquoi c'est mieux? Parce qu'on est dans un environnement qui peut scaler très facilement et qui peut scaler à la volée sans même qu'on lui demande grâce au mécanisme d'auto-scaling. Et donc si on prend l'exemple de, à gauche, j'ai un pod tout seul qui est exposé par un service. Ce pod, il a un état. Donc du coup, il est passé du côté obscur. En cas de scaling, ce fameux pod, 3 fois, il va se retrouver avec 3 états différents. Et le service, je vous l'ai dit, c'est une règle répétable et c'est pas plus bête que du round robin. Donc, il n'y a pas de sticky session ou de choses comme ça. Donc, vous imaginez bien que dans ce pattern-là, moi, je suis un client d'un site de e-commerce. Mon panier, il vaut quelque chose sur mon pod numéro 1. Je passe sur le pod numéro 2, j'ai perdu mon panier où il y a des choses différentes. L'expérience utilisateur, c'est pas top. Donc, pensez vos applications stateless. Et si vous voulez les rendre stateful, si vous voulez, là par exemple, l'exemple ce serait d'utiliser un cache distribué, faites-le. Et ayez toujours conscience que vos pods peuvent scaler à tout moment. Si vous voulez faire du stockage des conteneurs stateful, si vous voulez mettre des bases de données, vous pouvez. Ça se fait. Et vous pouvez aussi monter des volumes dans vos conteneurs, dans vos pods Kubernetes. Je pense qu'on a tous fait ici un Docker Run -v pour monter un volume. C'est un peu le même mécanisme sur Kubernetes, sauf que, en fait, pour faire du stateful sur Kubernetes, on va avoir besoin d'une deuxième stack. On va avoir besoin d'une solution de stockage distribuée. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le conteneur, il est complètement éphémère. Et du coup, si j'utilise le volume de mon nœud, si demain, mon pod il change de nœud, le volume ne va pas forcément suivre. Du coup, il faut une solution de stockage distribué. Et sur Kubernetes, comment ça fonctionne? En fait, vous avez des objets Kubernetes, qu'on appelle les persistants de volume, qui sont une représentation logique d'un point de montage dans une solution de stockage. Et derrière, mes pods, ils vont venir réclamer du stockage avec des mécanismes de persistants de volume claim. Et ce stockage, ils vont aller se brancher sur les persistants de volume. Et ça fait que si mon conteneur il redémarre, s'il change de nœud, s'il fait n'importe quoi, il sera toujours rattaché à mon volume. Donc si on regarde, hop, ça j'en ai plus besoin, ça non plus, ça non plus. On est au numéro 10. Donc en fait, moi j'ai fait, n'importe quoi, on est au 11. Moi j'ai fait un pod c'est un Nginx, toujours. Et en fait, ce pod-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser une solution de stockage. J'ai envie d'avoir des données, j'ai envie d'avoir une solution de stockage dans un /data. Et du coup, je vais utiliser un persistant de volume claim. Donc là, c'est 5 lignes qui me disent, s'il te plaît, provisionne-moi 1 giga de storage. Et ce giga de storage, derrière, je vais le réutiliser dans mon conteneur. Donc là, comme je suis sur Google Cloud, c'est magique. Mon Kubernetes sait parler avec Google Cloud et il va aller tout seul
me faire un volume Google et il va me le monter dans mon cluster. Ça, c'est valable si vous êtes dans un environnement cloud. Si vous êtes sur du on-premise, il vous faut une solution de stockage distribué de style Ceph ou GlusterFS pour faire ce boulot-là. Donc, c'est quasiment un projet à part entière. Il vous faut votre Kubernetes, mais il vous faut aussi votre solution de stockage distribué. Donc là, en fait, si je liste mon PVC, vous voyez, il est là, ma persistant de volume claim, donc qui s'appelle myStorage. Bound, ça veut dire qu'il a été monté. Il a été monté sur quoi? Il a été monté sur un PV qui est là. Et en fait, ce PV-là, il a été instancié automatiquement par mon cluster Kubernetes et c'est une tête de stockage dans mon environnement Google Cloud. Donc, on va rentrer dans notre pod. Hop. Donc là, je suis dans mon pod. Donc on a dit que on a monté 1 giga dans slash data. On peut aller vérifier. Hein. DF. Voilà. Donc là, en fait, ça a été monté dans DevSDB et j'ai 975 MB dans mon slash data. Ça paraît cohérent. Si je liste, je vois bien que j'ai mon slash data et il est vide. Donc bah là, je peux très bien écrire dedans. Là, j'ai mon fichier. Je vais sortir de mon conteneur. Donc si ce répertoire n'était pas monté, si je fais ça, j'ai perdu mes données. Rigolez pas, ça m'est arrivé sur une base de données de prod. On s'est rendu compte plus tard qu'elle n'était pas montée. Je vous explique pas, le petit blue-green avec les services, des choses comme ça, c'était assez sympathique. Mais là, c'est monté sur une solution de stockage distribuée. Et donc, je peux retourner dans mon pod. Et normalement, mon pod, il a réussi à se raccrocher normalement sur la solution de stockage et je retrouve bien mon fichier. Donc voilà, donc si vous voulez faire du stateful, il vous faut une solution de stockage distribuée. Dernier fact, je ne pouvais pas terminer sans vous parler de ça. Quand vous allez implémenter vos applications, quand vous allez penser votre code, essayez de les penser dès le début, 12 Factor App. 12 Factor App, c'est quoi? C'est 12 principes qui ont été émis par Heroku. Alors Heroku, c'est une solution de passe. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils ont émis 12 guidelines, ce n'est pas des obligations. C'est si vous voulez que vos conteneurs soient opérés au mieux en production, si vous respectez ça, ça va bien se passer. Je ne vous ai pas mis les 12, je vous ai mis les principales, celles qu'on utilise le plus souvent, et vous voyez que c'est un peu cohérent avec ce que je vous raconte depuis 45 minutes. Donc voilà, donc essayez de penser ça directement, et ça va bien se passer. Le takeaway de ces 45 minutes qu'on a passées ensemble, c'est le premier, c'est le plus important, c'est accepter le paradigme de Kubernetes. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouveaux concepts qui vont arriver, il y a plein de nouveaux patterns, de nouvelles façons de penser. N'essayez pas de prendre les anciens patterns et de les appliquer, de les poser dans Kubernetes en espérant que ça marche, ça ne va pas marcher. Donc, au mieux vous accepterez le paradigme, au mieux ça va se passer pour vous et pour la suite de vos projets. Le deuxième, c'est ne déportez pas la complexité de l'infrastructure dans le code applicatif. C'est à l'infrastructure de faire du travail d'infrastructure. C'est à l'infrastructure de gérer les complexités de load balancing, les complexités de DNS, les choses comme ça. Le code doit être là pour rendre le service métier et doit être le plus simple possible. Quand on fait de l'infrastructure, on est au service des développeurs, on est au service du code. Donc, ne déportez pas ça. Je vous l'ai dit, pensez vos applications cloud ready, ça vous simplifiera la vie et peut-être qu'un jour, une liveness propre vous sauvera la vie en production. Le quatrième, c'est n'installer surtout pas un Kubernetes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens... Alors, c'est à mettre, à souligner, c'est si vous avez la possibilité de faire du cloud, n'hésitez pas à utiliser les services managés. Pourquoi? Parce que les gens de chez Google, les gens de chez AWS, de chez Azure savent mieux faire du cloud que nous. Et faire du Kubernetes sur du on-premise, c'est le chemin le plus compliqué et c'est
bah, c'est la croix et la bannière. Ça se fait, mais c'est la croix et la bannière. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Quand vous commencez un projet Kubernetes, vous pouvez faire plein de choses, mais pensez petit. Faites step by step. Ne commencez pas à introduire les concepts compliqués dès le début. N'hésitez pas à faire étape par étape. Appuyez-vous sur la communauté Kubernetes. Ouvrez des issues sur GitHub. Allez voir les meet-up. Allez voir sur le Slack de Kubernetes. Il y a un channel pour les utilisateurs français. N'hésitez pas, vous trouvez sûrement des réponses. Et ces 12 principes ne sont qu'un avant-goût. N'hésitez pas à creuser encore plus. Voilà, merci à tous.